Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est l'heure, on va y aller. Je me présente, je suis Yacine Zakaria, SmartView. On est du côté de Cap Omega. Je m'occupe personnellement de tout ce qui est agilité au sein de SmartView. Donc, je suis ce qu'on appelle pompeusement un coach agile. On va parler aujourd'hui de vélocité. Je vais d'abord faire un petit sondage rapide. Qui travaille en mode agile dans la salle? Levez la main, s'il vous plaît. Waouh! Qui utilise la vélocité? Qui utilise le story point? Ça va, c'est pas mal. Il nous reste à peu près une moitié. Qui pense bien utiliser la vélocité? Qui pense bien utiliser la vélocité? OK. Alors, juste une petite précision avant que j'aille plus loin. Je n'ai pas fait que de l'agilité dans ma carrière. Hein. J'ai fait du cycle en V, de l'arrache, du freestyle. Ce qui fait que je ne vais pas vous dire que c'est la panacée, que c'est génial, que c'est, etc., etc. Personnellement, je pense que quasiment toutes les méthodes répondent à un certain nombre de problématiques, plus ou moins bien. L'agile aujourd'hui répond beaucoup mieux à certaines problématiques qui sont réduction de time to market, livrer plus tôt, feedback, etc., etc. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui de la présentation, mais ce que je voulais dire, c'est que la méthode, si on ne l'applique pas, on n'aura pas de bons résultats. Et malheureusement, on a eu ça avec les cycles en V cascade. Tout le monde s'essuie les pompes aujourd'hui dessus, c'est facile. Mais au fait, qui a appliqué le cycle en V? On retrouve exactement les mêmes problématiques aujourd'hui, à savoir des gens qui pensent faire de l'agile. Au fait, c'est une espèce d'agile cosmétique. On a fait un habillage agile, on a acheté des post-it, on se met debout le matin avec un café, on se dit, allez, on fait de l'agile. Ben, on se rend compte assez rapidement qu'il manque pas mal de petites choses, de la rigueur, de la précision, et que cette rigueur et précision permet d'avoir des résultats. Autrement, qu'est-ce qu'on dit au final? La méthode n'a pas marché. Ben justement, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de parler de cette notion de dictature de la vélocité. Au fait, c'est juste une boutade. Il ne faut pas se méprendre sur ce que je pense. J'y crois dur qu'en faire que la vélocité, c'est quelque chose de pertinent. Allez, comme ça, je clôt le débat. Je vous dirai pourquoi. Maintenant, l'usage de la vélocité peut nous conduire vers cette dictature, c'est-à-dire vers une sorte de stress, pression, micromanagement. Et du coup, les résultats vont être à l'encontre de ce qu'on attendait au départ de cette notion qui est la vélocité. Alors tout d'abord, on va commencer par qu'est-ce que c'est la vélocité? Bon, généralement, jusque-là, tout le monde s'y retrouve parce que c'est relativement simple. La vélocité, c'est ce qu'arrive à produire une équipe Scrum, ou il y a d'autres méthodes agiles qui utilisent la vélocité, mais on va dire une équipe Scrum sur un sprint, avec ce qu'on appelle la definition of done, c'est-à-dire on est tous d'accord sur ce qu'on valide pas, etc. Et ce qui est fini dans un sprint, on compte son poids et on se dit, c'est ça la vélocité ponctuelle aujourd'hui, et on va faire ça un sprint, 2 sprints, 3 sprints, et à un moment donné, on va commencer à raisonner en moyenne, c'est-à-dire on a fait de 80, puis 120, puis 100, on va dire la vélocité moyenne de notre équipe, c'est 100, et ça va nous servir à terme à quoi? Déterminer ce qu'on appelle une cadence constatée. Je rappelle, la vélocité, ce n'est pas des maths, la vélocité, ce n'est pas des formules, etc. La vélocité, c'est tout simplement un constat. J'utiliserai une métaphore pendant cette présentation, c'est la métaphore de la voiture. Imaginons, vous roulez dans votre voiture pendant 1 heure et vous regardez le compteur. Ce que vous voyez dessus, c'est le nombre de kilomètres effectués sur cette tranche horaire. Ben, franchement, ça ne peut pas être faux. C'est exactement ce que vous avez parcouru. Ben, la vélocité, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire on déroule pendant un sprint et à un moment donné, on regarde ce que l'équipe a produit en tant que fini. Ah oui, pardon. On utilise des techniques. Le planning poker, je pense que tout le monde connaît. Non. Si, d'accord. Extreme quotation. OK. Il y a aussi même un certain nombre de la communauté, de personnes de la communauté agile qui utilisent ce qu'on appelle no estimate, c'est-à-dire on n'estime pas, mais on se rend compte quand même qu'il y a un petit peu d'estimation quand même à la volée. Alors,
Qu'est-ce que c'est que l'extreme quotation? Je parle plein de planning poker parce que sincèrement, c'est quelque chose de relativement courant. Je mettrai les slides à disposition suite à la Gilles Tour. Et dans les annexes, on parle effectivement de planning poker et d'extreme quotation. Je reviens juste sur l'extreme quotation parce que franchement, pour moi, c'est une pratique relativement simple, rapide et qui permet d'avoir des résultats super pertinents. On utilise des cartes donc, de planification avec les poids qu'on connaît. Au fait, là, le choix que je fais, c'est de ne pas prendre toute la suite de Fibonacci. Je pars sur quelque chose de relativement simple, à savoir 5 niveaux d'effort. Par exemple, 2, 5, 8, 13, 20. Vous pouvez choisir autre chose. Vous pouvez choisir 1, 2, 3, 5, 8 si vous voulez. On appelle ça aussi les tailles de t-shirt. Vous connaissez certainement, c'est-à-dire le 8 qui est à la moyenne, on va appeler ça la taille M, L, XL, S, XS. Alors à quoi ça va nous servir? Tout simplement à estimer nos user stories, nos fonctionnalités par comparaison. Chose qu'on oublie souvent quand on fait du planning poker ou de l'extreme quotation, c'est la user story de référence. Je croise tous les jours des équipes qui font des estimations agiles et il n'y a aucune référence. Alors à quoi sert cette référence? Elle sert tout simplement à étalonner votre référentiel. C'est-à-dire, si vous demandez à une équipe d'estimer comme ça à la volée, chacun peut dire 2, 5, 8, 13, 20, comme il veut, mais si vous leur donnez une référence, par exemple, vous leur dites, cette fonctionnalité, par exemple, authentification, c'est 8, et à partir de maintenant, toutes nos estimations vont se faire par rapport à cette référence, plus ou moins. Ça demande plus ou moins d'efforts, on ira vers la droite si c'est plus, vers la gauche si c'est moins. Alors l'extrême cotation marche de la façon suivante. Une fois qu'on a ce référentiel, on demande à l'équipe de prendre son backlog, qui est généralement posé sur une table ou un story mapping, et on leur donne la préco suivante. Première itération, on ne parle plus. C'est difficile pour des développeurs. On leur demande de placer les user stories qu'ils pensent maîtriser. Chacun, à son tour, va positionner des user stories. Si l'un des participants n'est pas d'accord, il n'a rien à dire à ce stade. Ça se fait franchement en 5-10 minutes pour une cinquantaine, une centaine de user stories. Deuxième itération, toujours on ne parle pas, c'est encore plus dur. Vous avez le droit de changer les tickets de place. Bien sûr, ce que vous n'avez pas positionné vous-même. Sinon, on est un petit peu en mode schizophrène. Résultat des courses, au bout de deux étapes qui prennent franchement moins d'une demi-heure, on a tout de positionné. Et quand on a bougé un ticket, on a pris le soin, bien entendu, de noter l'estimation de référence, l'estimation d'origine. Ça nous sert à quoi? À l'issue des 2 étapes, se dire, on a à peu près 20-15% selon l'état du backlog, des explications, questions-réponses, etc., qui ont bougé entre les 2 étapes. Et du coup, on ne va faire l'argumentation, la discussion, que sur ce qui a bougé. C'est-à-dire, au fait, on se rend compte que le plus souvent, on est d'accord sur une majorité de tickets. J'insiste, pour que ça marche bien, il faut qu'on ait déjà eu, par exemple, si on est en release planning ou en sprint planning, peu importe, il faut qu'on ait déjà passé la phase, le product owner qui explique, les équipes qui posent des questions, etc., etc. Du coup, quand on passe là-dessus, en 1 heure, c'est plié. Pour un vrai backlog, un backlog très costaud. Si on est en sprint planning, en quelques dizaines de minutes, c'est fait. Quel est le résultat? On va avoir, par exemple, à l'issue de cette cotation, un backlog à 500 story points. Le story point, c'est l'unité qu'on va utiliser pour les estimations. Et par exemple, imaginons que la vélocité de notre équipe, c'est 100. C'est tout simple. À partir de là, on va dire qu'il nous faut 5 sprints pour faire le travail. D'accord? Bien entendu, c'est du prévisionnel, et en fonction de comment vont se dérouler les sprints, si mon équipe fait régulièrement 100 ou en moyenne 100, tout va bien. Par contre, si on est légèrement en dessous, c'est inquiétant. Si on est fortement en dessous, c'est vraiment inquiétant. Mais on le sait d'entrée de jeu. Le jour homme. Qui utilise le jour homme ici? N'hésitez pas, hein, je l'ai fait pendant des années. OK. Vous pensez bien estimer? Oui? J'entends pas très bien d'ici, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, le jour homme. Le jour homme, ça fait partie des choses qui étaient quand même pas mal dans les méthodes classiques, mais ça fait partie aussi des choses qu'on a véritablement pourries. Qu'est-ce que c'est qu'un jour homme?
Un jour homme, c'est une espèce d'unité théorique. D'ailleurs, rien que le format du jour homme est bizarre. Si vous regardez toutes les unités de production, elles sont toutes formatées contenu par temps. Une chaîne de montage chez Renault, nombre de voitures par jour. Bitumer des autoroutes, mètres linéaires ou kilomètres linéaires par jour. Remplir une piscine, allez, mètres cubes par heure ou par jour. Peindre des murs, mètres carrés par heure ou par jour. C'est quoi l'unité jour-homme? Alors, cette unité, au fait, elle a été inventée pour simplifier beaucoup de choses. C'est-à-dire, on a travaillé sur une espèce de jour théorique. Et ce qui était sous-entendu par ce jour théorique, c'est qu'on puisse le moduler. C'est-à-dire, imaginons, j'estime une fonctionnalité en 2 jours. Dans les règles, les 2 jours, ça vaut pour ce qu'on appelle un membre de l'équipe qui est de compétences moyennes. S'il est de compétences moyennes, 2 jours, ça lui va, et encore. S'il est un peu moins capé, il lui faudra plus de temps. S'il est plus capé, nécessairement, il finira plus tôt. Normalement, on doit moduler ce jour homme pour que la planification soit juste. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On a vendu un projet 500 jours hommes. Quelle que soit l'équipe qui récolte le projet, elle aura 500 jours hommes. Très peu de boîtes, j'en ai connu, mais très peu de boîtes vont faire cette modulation qui s'adapte à l'équipe. On va avoir aussi, donc, la charge est fonction de la personne qui réalise, en fait. 2 jours pour un standard, 4 jours pour un débutant, 1 jour et demi pour un expert, par exemple. On a l'incertitude. L'incertitude, c'est le fait, quand je dis 2 jours, est-ce que c'est réellement 2 jours? J'entends bien des personnes me dire, oui, on estime bien, on a l'habitude, etc., etc. Je suis d'accord avec vous que si on est sur une estimation qu'on fait tout le temps, la même chose, le même développement, les mêmes types de fonctionnalités, on est beaucoup plus juste. Malheureusement, les équipes ne font pas que ça aujourd'hui. C'est-à-dire, les équipes ont une bonne partie de leur fonctionnalité, de leur backlog, c'est des nouveautés. Des fois même, ils disent, il faut que je regarde avant de pouvoir estimer. Donc, du coup, cette incertitude va être relativement présente. Dans mes formations, mes accompagnements, je fais un petit exercice pour prouver ce que je dis. Je donne une activité à une équipe. Allez, à minima 5 personnes, et je leur dis, estimez-moi le nombre d'heures ou le nombre de jours nécessaires pour la réaliser. Faites-le chez vous, vous allez voyager. Attention, 5 personnes qui estiment de façon individuelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on estime, dès qu'il y en a quelqu'un qui parle, ou qui dit « oh, c'est pas grand-chose », ça influence tout le monde. Par contre, si on le fait en mode vraiment individuel, il va y avoir énormément d'écart. La stat en termes d'écart qui est relativement courante, c'est pour un sujet qui a coûté 100 au final, c'est une certitude, il a coûté 100, on aurait pu se tromper entre 60 et 160. C'est une sacrée fourchette. Un râteau dirait l'autre. Maintenant, cet écart-là, souvent, n'est pas favorable pour nous. Là, je parle de nous, gens de l'IT. C'est-à-dire que généralement, quand on gagne un appel d'offres, on signe un contrat, le plus souvent, on est dans les moins de 10 ans. Je ne connais pas beaucoup de clients qui prennent le plus cher du marché. Le jour homme, ça nécessite de tout prévoir. C'est pour ça que les Gantt, les découpages en tâches dans des projets dits classiques doivent tout prévoir. Vous avez même des enveloppes pour les réunions, pour la documentation, pour le comité de pilotage, comité interne, l'analyse, la conception, l'architecture, il y a de tout. L'agile, en fait, oublie tout ça. L'agile, ça va être une seule chose. Ma user story a été livrée ou pas. Bien entendu, la user story livrée ou pas, comprends-toi, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire le boulot. On va le faire, mais l'agile ne se repose que sur la notion création de valeur. Et la valeur pour l'agile, c'est ce qui est dans le backlog, à savoir les user stories. J'ai parlé donc de l'unité bizarre, et c'est pour ça, au fait, que je parle là du fameux jour homme. C'est pour ça aussi que l'agile va essayer de nous ramener à des choses qui ressemblent à une unité de production normale. J'ai parlé de mètres cubes par heure, etc. L'agile va nous ramener vers story point par sprint. Donc, de nouveau, on retrouve une espèce de quantité et de l'autre côté, du temps. Alors, le jour homme est quand même très difficile à gérer. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, c'est faisable.
mais ça demande énormément d'efforts. Ça demande énormément de replanification. Beaucoup de chefs de projet passent énormément de temps sur cette activité-là. Mais souvent, culturellement, c'est confortable. Je rencontre des équipes là aussi, ils ont des difficultés avec le jour homme, on propose le story point, ils finissent par dire non, mais quand même, non, le jour homme c'est bien. Les ABAC. Ça, c'est un des arguments que souvent mis en avant. On estime bien parce qu'on a des ABAC, c'est vrai. Les ABAC, qu'est-ce que c'est? Les ABAC, c'est juste un historique assez conséquent de projets qu'on a catégorisé par typologie, par techno, par métier, etc., etc. Et vu qu'on en a fait un certain nombre, on commence à pouvoir tirer quelques conclusions. C'est-à-dire, on se dit à un moment donné, je suis sur un projet Java, Hibernate, etc. Ce type de projet, il me suffit de coder ce qu'on appelle le codage métier, c'est-à-dire le développement pur. Je multiplie par un facteur de 2,7 et ça me donne toutes les autres activités. Généralement, c'est basé sur des matrices de calcul, etc., etc., mais ça se fait. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, il faut juste revenir sur la construction de ces ABAC. Les ABAC sont faits, comme je viens de le dire, de statistiques. Ces statistiques engrangent à la fois tout ce qui est initial, le vendu, comment on a dimensionné le projet, durée d'une phase, durée de l'autre phase, durée de la conception, etc., etc. Et on met tout ça au regard de ce qui est réalisé, c'est-à-dire, in fine, à la fin du projet, qu'est-ce qu'on a réellement fait. Et on regarde les écarts. On a passé plus en conception, plus en recette, etc., etc. C'est cette deuxième partie qui nous pose souci, c'est-à-dire le réaliser. Le réaliser est basé sur vos imputations. Qui impute sur les projets au jour près, à la demi-journée, au quart de journée? Il y a très peu de personnes, finalement. Gardez vos mains levées, s'il vous plaît. OK. Qui impute exactement le réel? Ça restera ici, ça ne sortira pas de la pièce. Il y en a quelques-uns quand même. En fait, la difficulté, c'est effectivement qu'on s'accommode, on l'a tous fait. On s'accommode avec l'imputation, c'est-à-dire, surtout si on est dans un cadre où on n'aime pas voir le dépassement, qu'est-ce qu'on va faire? Je dépasse sur cette tâche, je mets un petit peu sur l'autre, ça ne se voit pas, et puis c'est indolore. Maintenant, quid de ces ABAC? Elles sont fabriquées assez souvent sur des données qui sont fausses, et notamment celles des imputations. Du coup, on se retrouve avec soi-disant des statistiques qui devraient nous aider dans nos prochains projets, et malheureusement, elles ne sont pas tout à fait vraies. Donc en fait, on essaie de faire de la précision avec beaucoup d'incertitudes. Alors, si je devais faire une métaphore, tout à l'heure, j'ai parlé de voiture, en parlant de planification agile. J'ai mon équipe. Cette équipe, on va voir quelques paramètres. Elle a un backlog. Le poids de son backlog, elle l'a estimé par exemple à 500 story points. On a ce qu'on appelle une time box, c'est la fenêtre de tir, le sprint, d'une durée par exemple de 2 semaines. Et puis supposons que l'équipe a une vélocité de 100. Si vous vous posez la question d'où vient cette vélocité de 100, généralement c'est juste un constat. On les a laissés faire un sprint, 2 sprints, et à un moment donné, on constate leur vélocité. On finit par dire, pour cette équipe, il faut 5 sprints pour livrer. Tout à l'heure, j'ai utilisé la métaphore de la voiture. Je n'ai pas pris une 2 chevaux. On a la distance, ça équivaut au poids du backlog, donc 500 km. La time box, 1 heure par rapport au sprint. Et la vitesse moyenne du véhicule, donc 100 km par heure. Résultat, 5 heures pour arriver à destination. C'est exactement le même usage qu'on va faire de part et d'autre. Qu'est-ce qui va arriver si on fait rouler un véhicule plus vite qu'il ne le supporterait? Des accidents, des pannes. Dans les équipes, on a exactement le même comportement. Si on pressurise une équipe, on lui demande de rouler beaucoup plus vite qu'elle ne pourrait. Par exemple, une équipe qui a 500 à faire, normalement, elle les fait en 5 sprints, mais on lui demande de les faire en 3 ou en 4. La variable d'ajustement qui reste, c'est toujours la même malheureusement, c'est-à-dire la qualité. On va saboter la qualité.
Donc ça, ce sont les principes, on va dire, relativement simples de la vélocité. Maintenant, je vais vous raconter quelques petites histoires de ce que je rencontre sur le terrain. Et c'est là où, franchement, on voit qu'il y a une incompréhension, du moins de la vélocité, ou peut-être qu'un certain nombre d'acteurs projets essayent de bidouiller, d'une manière ou d'une autre, cet indicateur-là. Je vous laisse lire. Alors, cette notion d'augmenter la vélocité est relativement présente. C'est-à-dire, on a des équipes, elles travaillent, et bizarrement, il y a un débat qui est interminable et qui est présent quasiment partout. L'équipe pense qu'elle fait le nécessaire, le management ou même des fois le product owner pense que ce n'est pas assez. Et donc, on a cette question d'augmenter la vélocité. Ben là, on voit, en fait, si on veut bidouiller la vélocité, si vous forcez une équipe à augmenter sa vélocité, ben, il suffit qu'elle multiplie tout par 2, par 5, par 10. Tout dépend de ce que vous voulez voir comme vélocité. Mais attention, quand on multiplie la vélocité par 10, on multiplie quoi par 10 aussi? Le poids du backlog. Donc, balle au centre. J'ai un backlog de 500, une vélocité de 100. Si je multiplie par 10, j'aurai un backlog de 5000 et une vélocité de 1000. Donc, toujours 5 sprints. Donc, ça ne change rien. J'entends cette phrase souvent aussi. Mon équipe n'arrive pas à atteindre sa vélocité. Ça, c'est plus subtil. Là, on est dans une structure. On a mandaté l'équipe pour faire un projet. Il y a une deadline assez proche. Et imaginons que l'équipe, elle a estimé 5 sprints. Ben, tout le monde autour de cette équipe dans l'entreprise souhaite que ça soit livré en 3 ou en 4. Et donc, du coup, on fait une espèce de rétro-vélocité, c'est-à-dire on va plutôt prendre le poids du backlog, on le divise par le nombre de sprints que nous, on souhaiterait voir pour la réalisation, et du coup, ça nous fait complètement une vélocité complètement théorique, par exemple 130 ou quelque chose comme ça, ben, du coup, l'équipe ne va jamais pouvoir l'atteindre. Enfin, si, elle peut l'atteindre, mais de nouveau, en s'abordant la qualité du produit. La meilleure démarche là, c'est de faire ce qu'on fait souvent dans l'agile. Bon, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas aimer, mais on dit on préfère faire moins, un peu moins, mais garder la qualité. Dès qu'on commence à taper dans la qualité, on touche à ce qu'on appelle la dette technique. Et la dette technique, c'est quelque chose qui se paie énormément plus cher par la suite. D'autres travers. Le retour au jour homme. On teste, on n'y arrive pas, et puis, allez, retour vers le passé. Je croise des équipes qui me disent on va directement estimer en jour homme et on va utiliser le jour homme comme vélocité. Ça peut se faire. Sincèrement, ça peut se faire à condition de ne plus considérer le jour homme comme du calendrier. Ça peut se faire à partir du moment où on pourrait, par exemple, pour une équipe moins capée, avoir le raisonnement suivant. Mon équipe a consommé son jour homme, mais elle n'a produit que 80. On est au sein d'une équipe moins capée, moins compétente. L'inverse peut être vrai. On consomme 100, mais on produit 120 parce que l'équipe est plutôt des gens qui sont comment dire, de haute facture, des cadors, des experts. Bon, un autre travail qui est très connu, mais là ça veut vraiment dire qu'on n'a pas vraiment compris le sens même de la vélocité, c'est de se dire, on estime en points, story point, donc jusque-là tout va bien, on a la bonne cosmétique partout, mais par contre, 2 story points par exemple, c'est un jour homme. Alors ça pourrait être 5 story points, c'est un jour homme. Là, on est dans quel débat? C'est de nouveau, on revient au calendrier, et quand je dis 2 story points, c'est un jour homme, il y a des collaborateurs qui sont capables de développer une fonctionnalité en un jour homme, parce qu'ils ont justement la compétence, et d'autres pas. Et eux, il leur faudra un peu plus de temps. En fait, la notion de story point, c'est de dire une user story de 8 points, je la donne à quelqu'un, il va la faire en 2 jours, je la donne à quelqu'un d'autre, il va la faire en 3 jours. Et ça ne doit pas être gênant. Ça dépend de leurs compétences. Et si je la donne à quelqu'un d'autre, peut-être qu'il la fera en 1 jour et demi parce qu'il est plus capé. Ah, les interférences. Alors, j'ai mis PO Management, je m'excuse auprès des PO managers, hein, ils ne sont pas tous comme ça, heureusement.
Il y en a ceux qui négocient le story point, c'est-à-dire on est en séance d'estimation et ils vont, de façon plus ou moins insidieuse, forcer l'équipe à estimer plus bas. Alors ça peut être style marchand de tapis, non c'est pas 8, c'est 5, non c'est pas 13, c'est 8, etc. etc. J'ai déjà vu des product owners qui, à peine, ou managers, à peine ils sont dans la pièce, sans parler, leur équipe estime plus bas. Parce qu'ils sont conditionnés, il ne faut pas donner de grands chiffres. Alors là aussi, au fait, c'est complètement bidon. Ça veut dire quoi, estimer plus bas? Vous prenez une user story, vous l'estimez 5, 8 ou 13, l'équipe passera exactement le même temps. Donc autant laisser l'équipe estimer sans interférence. Si on laisse l'équipe estimer sans interférence, sa vélocité restera, on va dire, saine. Si on commence à interférer, par exemple, tout à l'heure j'ai donné l'exemple, une équipe fait 500 par 100. Si je force l'équipe à estimer plus bas, elle fera 300 par 100 par exemple. Elle va croire qu'elle pourra finir en 3 sprints. C'est faux. Elle finira en 5 sprints. C'est juste qu'on a détérioré momentanément sa vélocité. La référence. Ceux qui estiment en planning poker ou peut-être extreme quotation ou autre, qui utilise une user story de référence? Pas mal, pas mal. Donc sachez que si on n'a pas cette référence, tout est faux. Ce qu'on conseille donc dans ce cas à toute personne qui pourrait interférer de près ou de loin avec les équipes de développement, c'est de quitter la pièce au moment de l'estimation. Franchement, ça se fait gentiment, il n'y a pas de souci. La personne même peut revenir s'il y a des questions supplémentaires, mais au moins on n'interfère pas avec les équipes. La comparaison des estimations. Là aussi, au fait, on est dans le contexte. Mon équipe estime une US 13, et moi je vais leur dire, attendez, si je vais demander à Paul de l'autre équipe, il va me dire 5. C'est possible. Mais c'est complètement aberrant comme comparaison. Chaque équipe a son référentiel. Peut-être que l'équipe a d'autres cartes d'estimation. Peut-être qu'elle a une autre référence pour ses estimations. Donc, du coup, on ne peut pas comparer de systèmes, deux équipes différentes. Là, par exemple, je vous mets deux exemples, équipe 1 et équipe 2. Juste, on a changé les cartes d'estimation. 2, 5, 8, 13, 20, 5, 8, 13, 20, 40. Une user story qui est positionnée ici, imaginons par les deux équipes, elle est à 2 poids différents. Et pourtant, ça ne change rien autant que ça va prendre en termes de réalisation. En fait, on finit par dire, dans ce cas-là, 8 n'est pas moins cher que 13. Si l'équipe, imaginons, à compétence égale devait passer 2 jours, elle passera 2 jours dessus. Mais par contre, la vélocité de l'équipe en bas sera élevée. Et j'y reviendrai sur cette vélocité-là aussi. Maintenant, on compare aussi les vélocités. Là, c'est plutôt, on quitte un petit peu les PO et les product owners, les PO et les managers. Là, on est plutôt chez les équipes. Je vois régulièrement des équipes se chambrer au café ou dans les couloirs. Nous, on a une vélocité supérieure à la vôtre. On est meilleur. On vient de le voir précédemment. Hein, c'est une question là aussi de référentiel. C'est un petit peu comme si on comparait deux véhicules. J'ai un véhicule en haut qui roule à 100 miles à l'heure. J'ai un véhicule en bas qui roule à 120 km à l'heure. Si on ne connaît pas la conversion, on peut dire que 120, c'est supérieur à 100. Si je vous demande lequel des deux véhicules va arriver en premier, ben si vous connaissez la conversion, en fait, vous allez me dire c'est le véhicule qui a une vélocité plus faible, mais dans son référentiel, c'est-à-dire 100 miles à l'heure. D'accord? Ben dans une équipe Scrum, on fonctionne exactement de la même manière. Je peux avoir une équipe qui a une vélocité de 27, qui produit plus qu'une qui a une vélocité de 100. Tout est question de référentiel, encore une fois. La moyenne. Ah, ça, c'est un peu plus délicat. Qu'est-ce que c'est que cette moyenne de vélocité? J'en ai parlé au tout début, c'est on va constater notre vélocité, 1 sprint, 2 sprints, 3 sprints. On fait la moyenne et ça commence à nous donner, un petit peu comme dans la voiture, un rythme de croisière.
Et là, on constate dans les sociétés un comportement assez bizarre, c'est-à-dire, dès qu'on dit la vélocité de l'équipe, c'est 100, et dès que l'équipe va faire, par exemple, pendant un sprint, 75 ou 80 ou 90, c'est un drame. Je ne sais pas quoi dire sur ce type de comportement, si ce n'est, au fait, la vélocité, c'est quelque chose qui va bouger. De temps en temps, c'est un peu plus, de temps en temps, c'est un peu moins. Et ce que je dis là, ça ne peut pas être non plus faux, parce que c'est la définition même d'une moyenne. Et à la limite, on aurait besoin plus de revoir des bases d'arithmétique. Quand on fait une moyenne et on dit que la moyenne est à 100, ça veut bien dire qu'à des moments, on fait 80, à des moments, on fait 90, à des moments, on fait 110, ou peut-être 120. Donc là aussi, il ne faut pas forcer la main à l'équipe pour qu'elle ait systématiquement la même vélocité. Croyez-moi, l'équipe peut devenir championne du monde de la bidouille et de la vélocité, et j'en vois quand ils sont sous pression, qui se mettent à fabriquer de la vélocité artificielle, c'est-à-dire en rajoutant des points, en rajoutant des choses, en imaginant des travaux. Je ne dis pas que les travaux n'existent pas, mais des travaux normalement qu'on ne devrait pas estimer ou inclure dans cette vélocité. En conclusion, si on ne fait pas gaffe, franchement, cette vélocité ne va plus servir à grand-chose. C'est-à-dire, on va avoir la vélocité qui va devenir exactement comme le jour homme. C'est-à-dire, c'est une métrique précise qui est valable pour tout le monde. Et du coup, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire, on retrouve les mêmes notions d'incertitude qu'on avait au départ, les mêmes notions de compétence de l'équipe que le jour homme nous a posées. Maintenant, si on revient au basique, je parle depuis le début de vélocité. En fait, il n'y a pas que la vélocité dans la vie. Je peux avoir une équipe qui produit 500 par sprint. Et imaginons, ils produisent beaucoup. Mais par contre, ils peuvent produire n'importe quoi. Et là, ce n'est pas juste l'équipe qui est concernée, c'est le product owner qui est concerné, toute l'organisation. C'est-à-dire l'organisation doit avoir une stratégie, une feuille de route qui lui permette de produire à court terme des choses intéressantes, à moyen terme et à long terme. Et j'aime bien cette citation de Peter Drucker qui dit oui, on peut avoir effectivement des champions du monde, des cadors, des gens experts, mais si on les met sur des choses qui valent rien, c'est dommage. Donc, première chose, avant de parler de vélocité ou quoi que ce soit, ou de métrique de mesure de performance ou de productivité, consacrons-nous d'abord à produire des choses pertinentes. Je reviens à la définition. Au fait, j'ai donné une première définition de la vélocité au tout début. Je la revois légèrement. La vélocité, pour moi, maintenant, ça devrait être quelque chose comme ceci. On garde les principes de base, c'est juste, on rajoute, on produit de la valeur. OK, on finit des user stories, mais on doit finir de la valeur. Quelque chose qui est intéressant pour l'entreprise globalement, pour les utilisateurs, etc. Et c'est là où il y a une notion beaucoup plus subtile qu'on voit généralement au bout de pas mal de sprints, c'est que la vélocité, c'est beaucoup plus complexe qu'on le croit. La vélocité va s'imprégner de tout ce que vous faites dans votre entreprise. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, d'arriver au travail un jour, vous vous dites « j'ai une tâche d'une journée » et à la fin de la journée, elle n'est pas finie? Ça arrive à tout le monde, ce genre de choses. Alors, pourquoi ce n'est pas fini? Vous allez me dire, oui, parce qu'il y a l'imprévu. Effectivement, l'imprévu, c'est quoi? Le téléphone qui sonne, je reste avec un client une demi-heure. Le commercial qui m'attrape dans les couloirs, on discute, on appelle un client ensemble. Un retour du support, on est sur quelque chose de bloquant, on doit le réaliser. Mais il n'y a pas que ça, il y a énormément d'activités interruptrices dans une entreprise. Et pour finir, en fait, j'avais une tâche d'une journée, j'ai passé une journée, mais j'ai eu une petite bande passante, un petit ratio de mon temps que j'ai passé sur autre chose, et du coup, ce n'est pas fini. Je pense que vous allez me jeter des cailloux, mais quand on fait de l'agile, je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est prévu. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que la vélocité? La vélocité, je reviens à la définition, c'est ce qu'on a réussi à faire dans un sprint, mais tout compris. C'est-à-dire, on a répondu au téléphone, on a parlé au commercial, on a eu des bugs bloquants, du support. Ça dépend aussi de la compétence de l'équipe, ça dépend du product owner. Si vous avez un product owner léger qui vous donne un travail, change d'avis, ça impacte votre vélocité.
c'est-à-dire le sprint concerné sera un petit peu plus faible, voire beaucoup plus faible. Les bugs, les régressions, la dette technique, les US techniques d'études, etc., aussi impactent la vélocité. Tout ce qui est sollicitation, qui n'est pas prévu au départ, les congés, les activités interruptrices. Les activités interruptrices, vous avez le téléphone, Twitter, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, hein, mais c'est toutes les activités. Le mail aussi peut vous faire perdre du temps. Les congés, les absences, même si les congés, par exemple, ça peut être prévu. Les pauses café, les pauses clopes, c'est aussi dans votre vélocité. Ça peut vous étonner, mais c'est dedans. Mais ce n'était pas dans le jour homme, malheureusement. Et juste pour une petite boutade, même les pauses baby-foot sont dans la vélocité. C'est-à-dire, si vous avez un baby-foot, une PS4 au boulot ou quoi que ce soit, si votre équipe passe un temps raisonnable, ça impacte la vélocité. Si elle passe trop de temps, moins de temps, ça impacte votre vélocité. Alors, si on veut garder cette vélocité saine et qu'elle nous permette effectivement de... Alors, sans devenir quelque chose de prise de tête, franchement, on n'a besoin de rien pour avoir une vélocité. C'est juste laisser faire, sans bidouiller, sans tordre le modèle. Tout d'abord, de la stabilité. Les prérequis, c'est l'équipe, la durée du sprint, garder la même échelle d'estimation pour une même équipe, la même user story de référence, et surtout pas d'interférence. On laisse l'équipe travailler. Avec ça, normalement, ça roule tout seul, et au bout de quelques sprints, vous êtes fixé. Les choses qu'il ne faut pas mettre dans la vélocité, qui vont la polluer, bah déjà, on va garder juste la valeur. La production de valeur, c'est ce que vous avez dans votre backlog, c'est ce qui est attendu par votre client et par vos utilisateurs. Surtout jamais de bugs ou de régression. Comment on fait pour les bugs et les régressions? Ben, on va les faire, hein, on va les réaliser, ne vous inquiétez pas, mais par contre, ce sont des choses qui valent 0, ne rentrent pas dans la vélocité. Si vous avez un doute là-dessus, en fait, ça reste quand même du bon sens. Si on code un bug, on va avoir l'impression qu'on fait 100 à la fin du sprint, mais en fait, on a par exemple fait que 70, c'est-à-dire l'apport de valeur, c'est que 70. Et c'est une autre raison, c'est normal qu'une équipe qui fait plus de bugs produise moins, donc ait moins de vélocité. Donc si on commence à estimer les bugs et les régressions, voilà, c'est une première façon déjà de galvauder ou de bidouiller cette vélocité. La dette technique non plus. Rappelez-vous la citation que j'ai donnée tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas donnée tout à l'heure. C'est une autre discussion. On dit la qualité d'aujourd'hui, c'est la performance de demain. Si votre équipe n'est pas sensibilisée à la qualité, elle va produire de la dette technique, générer de la dette technique. Normalement, elle va voir sa vélocité baisser au fur et à mesure. À l'inverse, si elle investit dans la qualité, peut-être que momentanément, sa vélocité sera légèrement basse, légèrement, mais par contre, sur la durée, elle peut la maintenir ad vitam aeternam. Il y a tout un débat sur ce qui est story technique, story de process, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que des stories techniques? Ça peut être installer un composant, le paramétrer, etc. Ça peut être, on veut attaquer un module, on ne sait pas comment le faire, donc on peut lancer une étude dessus, un POC, ce genre de choses. Ben là aussi, il est conseillé de ne pas les coter. Pourquoi? Parce que là aussi, à terme, ça fera partie de votre écosystème, c'est-à-dire votre équipe aura tendance régulièrement, un sprint sur 2 ou tous les sprints, à intégrer ce genre de choses dans son travail. Ben, en fait, ça va venir faire quoi? Consommer une petite bande passante de l'effort de votre équipe. Ben, il vaut mieux connaître la vraie productivité de votre équipe intrinsèque, c'est-à-dire la vélocité qui s'est imprégnée de tout ça, plutôt que d'avoir une vélocité théorique quand tout se passe bien, quand il n'y a pas d'interférence, quand il n'y a pas de sollicitation. Et du coup, cette vélocité qui est beaucoup plus saine va nous servir à mieux planifier et du coup prévoir ce que j'ai appelé l'imprévisible. En fait, pour finir, c'est que comme si cette vélocité représentait le travail de l'équipe intrinsèque, et à côté, il y a un nuage. Ce nuage, il y a dedans énormément de choses. Il y a tout ce que j'ai cité auparavant, les bugs, la dette technique, les sollicitations, le baby-foot, etc. etc. Ben, ce nuage, malheureusement, on ne sait pas le maîtriser. On reconnaît dans l'agile, on ne sait pas le maîtriser. C'est ce qu'on appelle l'imprévu. Ben, il vaut mieux le laisser en tant que tel. Et du coup, si on vit à côté de ce nuage, on aura notre vélocité, nuage compris. Si on veut s'instaurer surpuissant et on veut tout prévoir, tout gérer,
bah, on a intérêt à ne rien oublier. Merci beaucoup. Si vous avez des questions...